Ah ouais, mais là, je me suis absenté tout à l'heure. Quand je l'ai dit, il fallait absolument que je parte. Eh oui. Pas être en permanence dessus, il y a toujours des impondérables. Ouais. Il a sacrément décroché. On a perdu pas mal, quoi. On a perdu pas mal. Un peu plus de 100 pipes, là, déjà. Un peu plus de 100 pipes aujourd'hui, quand même, hein. Mais visiblement, tant qu'on n'aura pas été chercher les 1,20 et les 1,18, ils vont continuer à taper dessus, quoi. D'un autre côté, c'est pas mauvais pour les entreprises, hein, qui exportent, bien sûr. Cela suppose que l'euro est une bonne monnaie. Ça suppose que les Américains ont cessé de faire baisser le dollar. Alors, est-ce que c'est pour faire rentrer les devises? Ou est-ce que c'est parce qu'ils sont en train de résorber leur déficit? Je prends un nouveau long. Qui est pas les plus intelligents d'ailleurs, parce que je peux pas me protéger de manière serrée. Là, effectivement, il y aura quelque chose à faire sûrement en long, avec un stop à 43 à peu près, ou sous 43. Ouais, ce que je voulais jouer, mais en fait, j'étais en train de me dire que c'était pas le meilleur point d'entrée que j'ai pris, parce que d'habitude, je les prends vraiment serrés au précédent plus bas. Alors là, c'est quand même un peu loin. Donc si je Oui, mets il est mon un peu stop loin. à ouais, 43, ça fait quand même plus de 10 pips, quoi. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a eu des grosses variations, et quand il y a des grosses variations comme ça, on est les stops sont beaucoup plus loin, quoi. Ouais. Et Strat qui disait, tu comptes trader avec des stops de moins de 10 pips sur le Forex, Fabien. Tu es rêveur, je J'ai trouve. pas suivi, hein. Ok, Strat, c'est ton point de vue. Si tu peux le développer, s'il te plaît. Tu sais qui passe sur BFM, tiens, on va l'écouter s'il y a encore. Justifié? Bien sûr que non, que c'est pas justifié. Maintenant, ça se passe, donc il faut essayer de comprendre pourquoi, naturellement. Donc il y a une première chose. Mercredi, c'était l'expiration des options sur volatilité. Or, depuis le 21 juin dernier, on est parti de 22 et on est tombé autour de 16, voire 15,5 mercredi. Là, vous parlez du VIX. Hein, Du VIX. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a énormément d'argent, on ne le voit pas, bien sûr le particulier, le petit porteur ne le voit pas, même beaucoup de gérants professionnels ne le voient pas, je pense que Jean-Louis le voit naturellement, mais nous on le voit. Mais énormément d'argent se fait sur des stratégies dérivées de la volatilité. Restons peut-être sur le fondamental. Alors, on laissera le technique aussi à... Enfin, je vais quand même en terminer, c'est pour dire que on était parti sur effectivement beaucoup de tensions, d'inquiétudes au début du mois de juillet, oui. Et ensuite, eh bien, on a eu beaucoup finalement, on va dire de gens rassurés par des annonces européennes, et la volatilité n'a cessé de baisser. Et évidemment, on a essayé de la faire terminer au plus bas mercredi en tirant les indices boursiers. Hier, c'était la veille des 3 sorcières. Le mois de juillet étant gagnant, on a aussi tiré pour obtenir la meilleure compensation. Et bien sûr, aujourd'hui, avec 2 IPO majeurs, faut soutenir Wall Street pour 2 raisons. D'abord parce qu'il faut que les IPO se passent bien. Deuxièmement parce que si Wall Street ne perd que 1,20 ce soir, ne serait-ce que 1,20, la semaine sera négative. Et à Paris, il faut qu'on défende les
3190. Sinon, on finit aussi dans le rouge. Donc là, ça serait effectivement techniquement très mauvais. L'Espagne, c'est grave ou pas, Philippe? L'Espagne. L'Espagne, je pense, moi je l'ai toujours dit ici, je le répète à l'envi, l'Espagne c'est grave. Je répétais d'ailleurs à partir du vendredi 29 que l'histoire de l'injection directe de l'argent des 100 milliards dans le capital des banques, ça ne passera pas et ça ne se fera pas comme ça. Les marchés ont voulu croire Ça prendra trop de temps. Voilà. Début 2013 au mieux. Donc c'est bien l'Espagne qui reçoit l'argent, c'est donc sa dette globale qui augmente. Et on en tire la conclusion. Ces taux flambent. C'est la flambée des taux, une forte hausse de la charge de la dette, même sans que les taux augmentent. Malheureusement, ils augmentent et fortement. Et c'est pourquoi l'Espagne doit chercher de nouvelles économies. 65 milliards. C'est pas supportable. On voit bien la réaction sociale. Mais voilà, les marchés hier ont grimpé malgré tout ce qu'on avait sous le nez, parce que les stratégies sur les dérivés l'emportent sur toute autre forme de considération. Sur l'Espagne, Jean-Luc Sac chez Perceval, 7,31 à l'instant, 7,31%. C'est un record là pour le 10 ans espagnol. Ah oui, de toute façon, ça va très mal en Espagne, ça va pas bien en Italie, mais ça va pas bien nulle part en définitive. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la sélectivité justement du marché prouve que tout le monde aujourd'hui, mais tout le monde est conscient de ça. C'est ce qui sauve le marché, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il se maintient au-dessus de 3000, c'est ce qui fait que la vulnérabilité, même si on descend vers 3000, n'augmente pas. Il n'y a pas tellement de flux. Donc c'est vrai que les considérations techniques, aujourd'hui par exemple, c'est l'échéance des contrats futurs. Là, elle s'est passée à 16 heures, très calmement, le marché a rebaissé. On peut penser que lundi, ça repartira peut-être un peu plus en directionnel, il faut espérer. Mais bon, les considérations techniques, les gestions de delta, mais enfin si on commence à rentrer dans ce détail, c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué, mais en tout cas les considérations techniques sont prépondérantes, c'est certain. Les flux sont extrêmement faibles. Je parle des flux d'investissement entrant ou sortant. Donc il suffit qu'il y ait un petit flux entrant ou un petit flux sortant pour provoquer des écarts amplifiés par les phénomènes techniques, puisqu'il faut suivre les gestions de delta et autres. Donc, moi, tout ce que je ressentais ces derniers jours, c'était que les marchés étaient plutôt pas mal. Si vous voulez, le faisceau d'indications que je pouvais analyser me faisait dire que c'était pas mal. Bon, ben voilà, j'en ai bien profité. On a fait cette belle extension. 3250, cette zone n'est pas simple à franchir, hein, dans le contexte global extrêmement négatif. L'euro-dollar, en plus, plonge. 1,2110, je pense, le prochain target, là, le prochain support à surveiller. Alors après, entre 1,2110 et 1,1910, sur 200 pips, là, il y a quand même une zone assez importante. Voilà, il y a quand même une zone assez importante. On peut quand même... On avait déjà freiné, là, hein, les 6 derniers jours. On peut encore freiner sur cette zone. Je serais quand même étonné qu'ils s'enfoncent. Il y a déjà eu beaucoup de sorties de la zone euro, beaucoup d'argent qui a fui la zone euro. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a les taux dans l'Europe du Sud extrêmement élevés, et puis France-Allemagne négatif. Enfin, ça, c'est pas du tout bon. C'est sûr qu'il y a un malaise extrêmement important. C'est pas logique. Certains, évidemment, disent qu'il faut mutualiser les taux, mais bon, enfin la dette, mais c'est sûr que ça va pas se faire facilement. Et le problème, c'est que les investisseurs. L'interview, Marc Roche, c'est le mec qui a fait le livre qui s'appelle La Banque. Concrète, il y a beaucoup de paroles. Où c'est que tu l'as vu cette interview? C'est toi qui l'as mise. Et il y a marqué l'actu par Marc Roche. Marc Roche, ah bon? C'était quand ça? Comment? T'es sûr ça? C'est quand que j'avais publié ça? Tu l'as mise aujourd'hui à 12h15. Sur quoi? Sur ma chaîne YouTube? Sur le forum. Ah oui, peut-être. J'ai pas... Ouais, c'était sur Goldman Sachs, c'est ça? Ouais. D'accord. Je sais pas. Donc voilà quoi. Et tu dis c'est celui qui quoi? Je crois que c'est celui qui a écrit le livre La Banque. D'accord. Ouais, c'est bien possible, ouais. Et la banque, c'est sur Wall Street, de toute façon, je crois, ouais. Comment? C'est sur Wall Street, ce livre, je crois. Non. Sur Goldman Sachs. Oui, pardon, sur Goldman Sachs, je veux dire.
Lapsus révélateur. D'ailleurs, il y a un chapitre Goldman Sachs. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il raconte? Bah voilà quoi, la banque, contrairement à... je crois qu'elle est pas très intègre là-dedans quoi. Mais dans quel Si sens? tu veux, il y a beaucoup de frais bah voilà, de prostituées, enfin, voilà, des choses comme ça quoi. D'accord. Bah, de toute façon, oui. Vu la morale qu'ils ont l'air d'avoir par rapport au peuple, quand on voit ce qu'ils font par rapport à la Ouais. Grèce, etc., ça m'étonnerait qu'ils aient une vie très saine, de toute façon, ces gens-là. Bon, ils font vivre l'économie quoi. Mon cul, ouais. Ouais. Là-dessous. Alors les valeurs qui ont des difficultés sont à la cave et celles qui ont, on va dire, les faveurs du marché se retrouvent dans des niveaux stratosphériques. Moi, je vais prendre un petit peu un exemple. C'est le CAC 40. On va l'imaginer comme un immeuble. Alors, je dirais pas qu'il fait 40 étages, mais on va dire un immeuble d'une dizaine d'étages. Alors, c'est vrai que le rez-de-chaussée, le premier étage, là, ça se paye pas très cher. Bon, Paris, la moyenne, c'est 10 000. Donc, on va dire que bon an, mal an, le rez-de-chaussée, le premier, c'est autour de 6 500. Et le dernier étage, avec vue sur la Tour Eiffel, on va dire que c'est plutôt dans les 10 000 12 000. Le problème, c'est qu'avec les marchés dérivés, on arrive à ce que le dernier étage vaille 15, 16, 17 000, parce qu'à paraît-il à Londres, ça vaut déjà 18 000. Et aujourd'hui, le premier étage ou le rez-de-chaussée, ça vaut pas 6 000 ou 6 500. Ça vaut même pas 5 000, en imaginant que l'appartement soit à refaire de fond en comble. Ça vaut même pas 4 000 ni 3 000, ça vaut 2 000. Remplacer le 1000 par le milliard et vous avez l'affaire Peugeot et l'affaire Alcatel. Ça veut dire qu'en fait, on a un foncier dans le monde concret qui ne pourrait en aucun cas valoir en dessous de 6 000, mais par le jeu des marchés dérivés, on arrive à mettre un Peugeot à 2 milliards, c'est-à-dire à peu près l'équivalent là de Kayak qui va être introduit. Ça va être introduit autour de 1 milliard. Autrement dit, pour 1 milliard, j'ai 51% de Peugeot ou j'ai une start-up qui fait de la comparaison de prix aux États-Unis. Et puis les dérivés, c'est quoi? Ce sont les ventes à découvert, ce sont les oui, CDS, les primes d'assurance? Oui, tout ce qui concourt à amplifier la volatilité avec des effets de levier, donc les ETF notamment, avec des x5, x10, enfin, on a toute une panoplie de dérivés qui faussent, mais complètement la valeur du marché. C'est pour ça que je pense qu'un jour, on va quand même avoir, à mon avis, un retour des vrais investisseurs. Mais ce jour n'est pas encore venu. Philippe Béchat, Cercle Finance, merci beaucoup à Jean-Louis depuis Perceval Finance Conseil. Très bon week-end à vous, messieurs. 16h28, faut qu'on s'arrête. Détour par les marchés dans un instant. Une séance un petit peu compliquée en Europe. À Paris, moins 1,7 et très compliquée dans le sud de l'Europe. Madrid perd quasiment 5%, Milan, moins 4. Lundi à 10h sur BFM Business, Intégral Bourse. Intégral Bourse. Le tempo de la bourse en temps réel. Belfort, bière de caractère. On n'a pas bien suivi, mais bon. Ça avait l'air intéressant, dommage. Donc là, le mouvement de correction semble se construire. Hein. Sur Eurodol, après une grosse journée de baisse. Tant mieux si on arrive à l'avoir chopé. Pour l'instant, je laisse courir, on est positif. 16h29. Pas encore avoir du mouvement hein, après des journées aussi volatiles, donc restez sur ses gardes. Construit, on dirait. Et puis, ben... de quoi qui se construit? Des bases. Pour une amorce de correction éventuelle? Une amorce de remont, oui. On va voir, ouais. Tiens, BlackFine, il soutenait Obama pendant la campagne présidentielle.
il a dû lui en donner quelques-uns. Hein. Il a été le plus large contributeur. Oui, bah, ça en dit long. Mais en plus, ça s'amplifie là, l'effet des mecs de Goldman Sachs qui vont dans le gouvernement, des mecs du gouvernement qui vont chez Goldman Sachs après, etc. Ouais, il y a une tournante. Mais il n'y a pas que le gouvernement, il y a aussi les organes, les institutions qui sont chargées de surveiller les marchés. Ouais, bah je pense qu'on a vu la même vidéo. Non, moi c'est dans le livre. Hein. D'accord. Et ouais, alors après, ce qui est vrai aussi, c'est que Goldman Sachs, bon, ils sont réputés et ils se vendent d'être les meilleurs en fait sur Wall Street, et ils ont quand même 23 000 employés. Donc d'un côté, c'est vrai que à la fois le gouvernement et la meilleure, on va dire, banque, qui se partagent les meilleures personnalités, ça peut être compréhensible. Donc je pense qu'il faut faire la part des choses entre un éventuel complot, une domination et le fait bah, justement d'avoir des rapports naturels, c'est-à-dire de prendre les meilleurs. Mais c'est vrai que ça peut quand même amener à des choses bizarres derrière, quoi. Je sais pas ce que toi t'en penses, t'as l'air plus renseigné que moi parce que t'as lu des livres, etc. J'ai tendance à dire, plus c'est gros, plus ça marche. Sur l'indice CAC et le SP viennent de décrocher sur une même bougie. Quoi. Sur la 3 minutes, le SP vient de décrocher 2 dollars. Est-ce que c'est pour venir chercher une troisième fois les plus bas de la journée? Parce que sur le Mac, on a quand même une belle divergence hein, sur le SP. Le trade qui on attaque en force les 3200. On va voir ce que ça donne du côté des marchés européens. Ouais, on continue à accélérer à la baisse. Il y a 10 points il y a un gap vers je sais plus, 86 ou 88 par là. Je sais plus, j'ai noté ça quelque part. Mais... Ouais, il y a une bonne pression vendeuse sur les marchés actions là. Ça peut aussi freiner la remontée également de l'autre côté. On est au plus bas sur le CAC, hein, 3197, 3196. DAX, on a cassé les plus bas. Le SP reste un petit peu de place encore, pas beaucoup mais un petit peu. Pétrole par contre on a bien remonté. Or pareil. Marché US, ouais t'as raison, on teste les plus bas quoi. Il y a une bonne pression sur... On accélère sur le CAC, hein, pour aller chercher certainement le 86 ou 88, je sais plus combien c'est en gap. Eurodoll semble pas suivre spécialement pour le moment. Ça peut venir vite. Ça y est, le SP, ça y est, il est sur le plus bas de la journée. Il est sur les... Ça y est, par contre il a juste un tout petit peu enfoncé. Pas beaucoup, mais ça y est. Ça y est, 1365 fait. Un point
points qui avait servi de résistance il y a déjà un bon moment, ça. Et Eurodol qui retourne sur le plus bas. Ton stop a fonctionné, Fab? Mon stop est sous les plus bas, hein. Donc il n'est pas encore pris. Ah oui, pardon. Et donc là justement j'essaie de reprendre un long pour avec le même stop. Mais j'ai... On était à 43. Ouais, mais je suis toujours pas exécuté, il commence à vraiment m'énerver Wanda. Après les vacances, ça je pense que je vais changer de broker. Ouais, du coup là avec le slippage, alors que c'est quand même pas des positions énormes que je demande, je me fais encore baiser 2-3 points quoi, donc c'est quand même inacceptable quoi, c'est très régulier donc... Puis C'est énorme, 2-3 points, c'est énorme. Bah oui, complètement oui. Enfin, si moi je me fais avoir 2-3 à l'aller et 2-3 au retour, je suis perdu quoi. Très honnêtement, là ce soir je sais pas trop quoi faire. Je sais pas si je vais essayer de foutre la semaine en l'air pour une connerie ce soir. Mais c'est vrai que c'est quand même tentant de prendre sur les plus bas là, tu vois. Parce que il n'y a pas que sur l'Eurodol d'ailleurs. On va peut-être attendre le deuxième wagon quoi. La deuxième passe sur les indices quoi. Sur le Dow Jones, on est pile poil sur le S3J. 12848, moi j'ai un 12850.1. Et comparativement, le DAX, lui, par contre, le S3J, il est à 6669, donc il est à 6634, donc il est carrément en dessous. Je pense que ce qui va retenir les camps, c'est 1362 du SP. C'est une moyenne exponentielle 150 jours qui est 150 heures pardon là qui sera puisque c'est en horaire qui est à 1362 quelque chose comme ça. On devrait certainement retenir les cours à peu près entre le 1362 et le 1365. Ça m'étonnerait qu'on aille beaucoup plus bas parce que là on est vraiment en zone de sur. On va être en survente même en horaire. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu un RSI à 20 en horaire sur le CAC. On y est bien sûr. Rodol, on semble conserver les plus bas là. Ça passe. À 21,45,7 exactement, on est déjà à 21,59. C'est beau quoi. Ouais. C'est beau. Qui sont régulièrement touchés par ce genre de tuerie.
Bon, et il y a effectivement aussi des réactions en France, hein, outre la couverture médiatique de cette tuerie qui a... On a une fusillade aux États-Unis. On a eu tous les ans de toute façon aux États-Unis. On a l'habitude. C'est les risques d'avoir un pays, c'est pas marrant, hein, mais c'est les risques d'avoir un pays aussi armé. D'un côté, c'est bien pour défendre ses propriétés personnelles, mais de l'autre, dès qu'il y a un mec qui pète un câble, plutôt de faire je sais quoi, bah, il va tirer. Bon, ça c'est limite. Ça, ça nous concerne pas. Ici, alors que les acheteurs reviennent. Un bon petit profit en cours encore là, donc on se dirige vers une bonne journée, même s'il faut tirer aucune conclusion tant que le dernier trade de la journée n'est pas clôturé. Tout reste possible. Alors que là, on s'attaque à la zone de résistance. Oblique baissière sur Eurodol. On va voir ce que ça donne. Pour le moment, les valeurs tiennent bon. On est au sein de la vague, formée par les 3 mobiles exponentiels en M1. 16h41. Ce qui devait être fait a été fait hein, dans l'ensemble dans la journée. Il y a pas d'avoir de grosses nouvelles qui arrivent désormais. On a des plus bas plus hauts que les précédents. Donc il y avait justement, ça j'ai pas eu le temps de faire le point tout à l'heure. Le S-Trade qui est son graphique là sur le CAC pardon, avec une belle position à la vente. Tu l'as toujours au S-Trade ou t'as tout clôturé là? A priori t'as tout racheté. Ah non, reste 3 contrats avec stop loss au break-even, donc tu laisses courir. Tu penses que c'est courir ça sur du moyen terme ou tu penses le couper rapidement toi, ES-Trade? Alors Rodol on sauvegarde hein, pour le moment la zone de support, on ne parvient pas à la casser. On va voir le mouvement. Ça paraît être le double, hein. Ça aurait été le double. Tant mieux, j'attends la confirmation là. Très bien vu le long là. Violente hausse sur le pétrole, disait Jonathan. Les filles de Bloomberg, elles sont extra. On attaque en force les 3200, c'est bon. C'est quoi les CFD? C'est les indices. Reprise de la hausse sur l'euro-dollar, demandait Jonathan. Bah, en tout cas, moi, c'est ce que je joue. Pour le moment, c'est pas super franc, mais c'est pas mal parti non plus. Hein. Il y a plusieurs arguments qui vont dans ce sens, en tout cas techniquement. Ça fait 3 fois qu'on va dans ce coin-là, hein, quasiment, depuis 15h, 15h50, pas par là, 15h45. Ça fait 1 heure en fait. On se balade entre 1,41, 45. Au maximum, 1,21, 66. Mais bon, la construction des balles va être encore plus longue que d'habitude puisque la chute a été plus importante. Enfin, plus importante. 100 pips,
On a déjà vu des mouvements brusques. Un beau mouvement de baisse là. Une vraie volonté des vendeurs de Il a prendre en main. passé son PP, j'avais pas fait gaffe. Son PPJ, il est à 1580.9. Il a stoppé un petit peu en dessous 1580 sur l'unité de temps UT5 là. Et là on se balade à 1575. Et 1575 c'est le S1 jour quoi. Ça s'énerve un peu là sur Rodol. Mais on revient sur nos pas. Les mèches sont en bas en UT 1 minute et en UT5 aussi, donc elles sont plus importantes en bas qu'en haut, donc bon. Il y a de la défense quoi. Ouais. Mais justement, il y a de la défense jusqu'à quand? Parce que si après le seuil casse, justement, ça peut capituler et amener de l'accélération. Donc, de toute façon, moi j'ai mes stops qui jouent le truc, mais. Et là, il vaut mieux le mettre le stop parce qu'on sait jamais. Là. Ah, mais c'est clair. Non, mais en fait, ce qui. Ouais, vas-y, pardon. Je t'en prie. Vas-y, finis. Il vaut mieux les mettre parce que effectivement, comme il y a telle pression vendeuse, et qu'effectivement, quand on est dans la spirale de descente, par exemple, la spirale, elle avale tout, quoi. Elle avale tout et vers le bas, quoi. Donc il est évident que ces petits mouvements de consolidation, quand on est dans des gros mouvements de baisse, il est évident que c'est fait exprès pour bien évidemment emmener tout le monde avec, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est exactement ce que je joue, moi, justement, avec mon approche de jouer la correction avec un volume plus faible et me protéger en dessous avec un ordre inverse, donc dans le sens de la tendance plus élevé. Et là, justement, ce qui me dérange, c'est que du fait qu'il y ait eu de la grosse volatilité, comme tu l'as dit tout à l'heure, du coup, ça m'a amené à mettre un stop plus élargi, puisque forcément, la moindre correction est de plus grosse amplitude que d'habitude. Ce qui fait que le risque est plus élevé aussi, donc ça m'embêterait de toucher le stop. Après, ça doit être le cas, ce sera le cas, mais c'est pour ça que d'habitude, j'aurais vraiment pas eu du tout de stress ou quoi que ce soit par rapport à un stop éventuel, mais là, ce sera plus chargé, donc... Mais enfin, t'as gagné tout à l'heure, non? Le monnaie est bon, quoi, par rapport à la journée, c'est ça qui compte, quoi. Oui, Enfin, ça c'est en sûr. principe, je sais pas, j'ai pas suivi tout ce que t'as fait, mais par rapport à quand j'étais là tout à l'heure, quoi, j'ai vu, quoi. Si, ouais, c'est une très bonne journée pour l'instant. C'est pour ça que c'est pas si grave que ça de bouffer 13 ou 14 pips, quoi, tu vois, par rapport à... Le jeu en vaut quand même la chandelle, quoi. Là. Ouais, t'as raison. Justement, les acheteurs là qui tentent de mettre de la pression. Donc le CAC continue, 3193, il revient sur les plus bas. DAX aussi est sur le plus bas aussi. Prends ton bénéfice Fabien, disait Cédric. Quels seraient tes arguments, toi, pour couper le long à ces niveaux, Cédric? J'étais encore un peu là où j'ai H4, que se sert de beaucoup d'indicateurs de marché. C'est un pro, attention.
Non, MCO c'est faux, il se sert de très peu d'indicateurs. Il sert même d'aucun indicateur technique, mais après tu parles indicateur de marché, alors tu parles peut-être du VIX, c'est ça je crois dont tu parlais, des choses comme ça. Là par contre je sais pas, de ce côté-là. Merci quand même, bon week-end, toi aussi on avance. Super, je parlais de Fabien, je Je vais reste... prendre un petit peu de CAC, moi, à 3196. Je laisse, on verra, on clôture, on ouvre lundi. Voir dans quel sens prioritaire je travaille. Alors c'était quoi que tu me disais? Sous la divergence. Ah il m'en reste 2, d'accord, ok, ouais, c'est très Sur le bien. stochastique et sur les RSI. Ok MCO, tu parlais donc du VIX, hein, désolé. Quoi, t'as dit quoi? Tu joues le CAC et quoi d'autre? Je joue la divergence qu'il y a sur le stochastique et sur le RSI, quoi. D'accord. Malgré que je sais qu'il reste, il y a un gap qui est pas loin là, mais il est tellement tentant que tu vois, ça fait 2 fois qu'on va sur ces zones-là. Enfin, je sortirai rapidement, hein, bien sûr. Putain, mon mouvement là. Les acheteurs reviennent là. Pas grand chose à signaler pour l'instant. On reste bloqué avec peu de volatilité. Quant à la reconstitution de leur flotte et de leur parc, aux États-Unis, les grands loueurs ont commencé leur plan d'un... T'as dit quoi? T'es déjà sorti là? Sorti avec 3 points, mais j'avais mis 40 par point. Ouais, donc ça fait déjà beaucoup. Bah dis donc. Ça fait 40 x 3, moins 6. Moins 2 x 6, non? Non, 1 x 6, 1 x 3 et 3. Ah, c'est 3 que t'as sur le CAC? T'as 6 sur le CAC. Sur le CAC, t'as 6. 6 en tout. 3 à l'aller, 3 au retour. D'accord. Quel que soit le nombre de contrats. Parce que l'autre jour, tu me parlais d'un autre produit, je sais plus c'était quoi, et tu me disais 6 allers, 6 retours. Peut-être sur le DAX, non? de seigle et autres, ce qui prouve bien que ça va finir par arriver. Bien sûr, c'est un cas un peu particulier. Si je t'ai dit 6 et 6, c'est que c'est 6 et 6, mais là, c'est sûr, c'est 3 et 3. D'accord. Quel est ton courtier déjà? J'ai oublié. WHS. WHS, d'accord. J'y suis depuis 2006, 2007, 2006, fin 2006. Ouais, t'es très bien chez eux, quoi. Bah, c'est pas que je suis très bien chez eux, c'est que je connais bien la plateforme, tu vois ce que je veux dire. Et elle fait pas ce que tu m'as dit tout à l'heure avec Wanda, là, tu vois. C'est réglo. On sait qu'on a un point de spread à l'aller, un point de spread au retour, et puis voilà, c'est 1.2, 1.3, ça dépend sur le Rodol, quoi. Et après, il n'y a pas de frais par contre sur le Rodol. Hein. Bien sûr, le rollover de la nuit, hein, si jamais tu restes en position de nuit, mais ça, moi, comme je suis jamais en position de nuit, tu vois. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire, t'avais été touché ou pas par le problème là, quand tu as vu la faillite d'une des banques derrière? Aucunement. Moi, l'argent est à deux façons de faire. Soit tu ouvres un compte directement avec eux au Luxembourg, soit tu ouvres un compte à Paris, quoi. Moi, j'ai rien vu venir, quoi. Ils m'ont effectivement envoyé à un moment un mail me disant qu'il y avait eu de la publicité autour de cette affaire, mais que pour moi, je sois complètement rassuré sur le problème. Voilà. Je sais plus ce qu'ils m'avaient raconté comme histoire. Je sais même plus par qui ils ont été repris d'ailleurs. Très honnêtement, j'ai pas bien suivi ça. Pour moi, j'ai pas l'impression d'être
arnaquer, quoi, tu vois ce que je veux dire. J'ai l'impression que mon argent il est en sécurité, tu vois ce que je veux dire. C'est l'impression que j'ai. Maintenant, j'ai pas des dizaines de milliers d'euros chez eux. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ce que tu disais tout à l'heure. C'est ce que je t'avais dit. C'est ce que je t'avais dit hier. Hein. Attention, moi je traite pas avec. Il y a des fois vous disiez 20 000 euros, etc. Moi avec 10 000 ça me suffit. Hein. Parce que tu fais des retraits réguliers? Ah bah oui, bien sûr. D'accord, oui, donc dans ce cas-là, c'est pas mal, parce que, bon, alors, bien sûr, ça ferait chier s'il y avait une faillite, mais je veux dire, au moins, tu es pas surexposé, quoi. Bah non, tous les mois, il faut retirer ce que j'ai besoin. Parce que c'est ton activité principale, le trading? Avec autre chose, avec deux autres choses, oui. D'accord. C'est important pour toi, à ton avis, à long terme, si on veut vraiment en faire une activité importante du trading, de se diversifier, d'avoir d'autres approches d'investissement? Alors, je sais pas si c'est ton cas, si les autres choses, c'est également de l'investissement. Et je pense par exemple à choses comme ça peut être de l'immobilier ou d'autres types d'investissements. Ah bah oui, bien sûr, puisque c'est ce qui permet de temps en temps d'avoir fait un bon gras qui tombe, quoi, tu vois. De faire une affaire, c'est autre chose. Mais en général, moi, c'est sur l'IMO, hein, bien sûr. Parce que ça permet d'avoir tu vois, quelque chose de très gras qui arrive, quoi, d'un coup, quoi, tu vois. Un gros paquet, quoi, tu vois. Tandis que sur le trading, c'est pas des grosses sommes, mais c'est récurrent, là. C'est comme ça que je le vois, quoi. C'est parce que moi, je le fais avec un petit paquet, quoi. Pardon. D'accord. C'est sûr que si je tradais peut-être avec, je sais pas, avec un levier 10 fois plus important, en ayant 10 fois plus dessus, il est évident que le gras viendrait de là aussi, parce que au lieu de faire quelques milliers tous les mois, bah, tu ferais peut-être quelques dizaines de milliers. Non, attention, les sommes te tournent la tête et peut-être que c'est pas évident à gérer tout ça. En tout cas, moi, je sais déjà que je transpire pour quelques dizaines d'euros à chaque fois, donc tu vois ce que je veux dire. Hein. C'est pas facile, quoi. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est pas facile. Tous les jours, je me dis, je me remets en question quand même. Hein. Tous les jours. Ouais, le truc c'est que on perd vite la notion d'argent et en trading, moi je trouve, après chacun son approche bien sûr, parce que c'est très 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 virtuel. Alors quand tu es dans d'autres choses comme dans de l'immobilier, des choses comme ça, c'est beaucoup plus concret, donc bah, c'est déjà une approche beaucoup moins, c'est spéculatif mais beaucoup moins court terme quoi. Donc t'as plus la notion à la chose concrète, etc. C'est pour ça que je pense beaucoup font ça, ouais, pas rester uniquement sur le trading. Ça peut vite monter à la tête et faire perdre ses repères. Ouais, les repères, c'est souvent parce que le problème, c'est que tu rêves. Je crois que c'est ça le problème. Que les gens rêvent en disant qu'ils vont gagner, ils vont faire des coups tous les jours à 2 ou 3 000 euros. Salut. Salut. X-Red, c'est quoi tes revenus ou tu t'en vas? Non, il y a Nico35 qui est venu. Ah, salut Nicop, ça va? Le rôle est plus bas sur le DAX. Ah, pas tout à fait quand même pour moi, hein. On est un peu au-dessus quand même. Pour moi, je laisse courir mon long Eurodoll. Oui, tout à fait. H1, Et on voit. il y a quelle porte de sortie là bon, à moins qu'il passe les 21,70 quoi. Mais sinon, par rapport à deux trades, c'est pas mal. Quoi. Ok, Nicop. Ouais, ça va. Alors, t'as profité de cette baisse t'as tradé le CAC encore, Nicop? Ouais, j'y vais vraiment. Salut à tous, bon trade et bon week-end. Au revoir, X-Red, t'es complètement flat pour ce week-end? Bah, j'ai réfléchi à prendre un nom sur EuroJPI, mais le prix est trop élevé. D'accord. Donc, flat. C'est mieux, on dort mieux. Bon week-end à toi. Salut. Belle accélération sur le gold là. Ah, je suis pas très honnête. Ok, pourquoi t'as pas tradé Nicop?
Renstar, toi, t'as des choses là d'ouvert ou t'as... Ah non, t'as fini ta journée là, t'as plus rien, t'as pas cédé cet après-midi. La belle accélération haussière en effet sur l'or là. Ok, j'ai coupé mes positions là. C'est pas grave, les deux sont positives. Donc c'est bien. Ah oui, tout à fait, ouais. Donc j'accumule sur la journée 335 € de profit, donc c'est une très belle journée là. D'avoir moins de volatilité. Je vais quand même regarder ce qui se passe jusqu'à 17h30. Sinon je pense que je terminerai là-dessus. Pour un beau mouvement de hausse. Je suis pas super à l'écho cette semaine, mais j'ai fermé mes deux positions long sur CAC lundi soir. 30 points de gain à 1 euro. J'ai pris mes gains, depuis je fais que de regarder le cours euro-dollar, à tester le bas du triangle daily. Le mouvement de hausse se poursuit sur Eurodoll. Je suis plus dedans là. Au passage, on a marqué les plus bas annuels hein, sur Eurodoll aujourd'hui.
Ouais, je reshort, mais très faible exposition. Attention, on accélère sur le gold. Hein. Grosse accélération là encore sur une même bougie. Oui, belle hausse. Retest du point pivot du jour pour moi qui était à 1583 $. Moi j'ai le R1 après à 1586. Le PP est à 1580,9, ouais, donc 1581, c'est pareil. D'accord. Après là sur Rodol, quand j'ai revendu, j'ai pris 10 fois moins que ce que je prends par exemple quand je suis la tendance habituellement sur cassure de précédent plus bas. Donc je suis très faiblement exposé. Ouais, Ce une qui fait petite exposition quoi. Voilà, donc ce qui fait que derrière, si on a vraiment un gros mouvement de correction, je pourrais rentrer plus haut pour moyenner mon point. Sans abuser. Oui, ça c'est aussi une technique, j'ai lu pas mal de fois et que je n'utilise pas suffisamment ça. Effectivement, dans les effets de volatilité, mieux vaut diminuer son exposition de moitié ou d'un quart, ne mettre qu'un quart pour pouvoir justement profiter et effectivement moyenner justement ou pyramider dans le sens où on doit aller quoi. Mais en tout cas, éviter les grosses pertes. Après, le risque quand tu commences dans la moyenne, c'est de s'arrêter quoi. C'est de savoir s'arrêter. Oui, oui, j'ai le pétrole en Windows. Ouais. Ouais, toi aussi tu l'as, ouais, c'est le Brent. C'est pour ça que t'as pas vu. Moi je suis en DAS près de moins cher. Vous tradez tout chez IG le pétrole? Non. Windows. Jonathan qui nous dit 10 pips à prendre sur la baisse du pétrole. Swing qui s'en va. Je reste en overweek. Journée à 0%, mais 3 pauses de plus. Je vais pas tarder à vous laisser. Je passe en mode week-end. Ok, swing pair. Bah bon week-end à toi. Alors que là on bute sur la zone de 23,6% de correction de la dynamique baissière du jour sur Eurodol. Presque un quart corrigé quand même. On n'a plus tellement de mouvement, 17h08. MCO qui laisse un lien, ok, c'était un petit webinaire sur Forex, sur Trader Forex. Eurodol cet après-midi, sur le 1 minute, c'est désespérément plat. Disait Mandarine, c'est plat tu trouves toi? Alors depuis quelques heures oui, mais autrement ça a bien bougé aujourd'hui, il y avait de l'argent à faire non? Ça on avait vu. Pour s'attendre à un gros rebond, tu as 50 € de gain, c'est déjà pas mal, disait Cédric. On a sur l'eurodoll, il y a un graphique que je suis pas toujours, je suis pas souvent. Hein. Ce sont 3 moyennes exponentielles qui sont la 7, 13 et 19. Et là, elles se sont croisées. Hein. C'est pas mauvais comme indicateur, elles sont largement croisées puisqu'elles se sont croisées aux alentours de 1,21, 61, 62. Et le cours, là, on est à 1,21, 71, donc en 3 minutes, c'est pas mauvais, pas mauvais du tout. Dans quel sens pas mauvais? Pas mauvais pour la reprise. Normalement, l'objectif en général, c'est la SMA 200 ou au moins la SMA 150 et la 200 est à 1,2225. D'accord. Ça ferait un gros retour, bien sûr, mais hein, bon, enfin, je vous livre ce que je vois, D'accord. Un 22,25, ça ferait quand même une rotation de 61,1% du mouvement de baisse de la journée, donc il faudra avoir un gros moteur, quoi. Oui, non, mais d'accord, mais je sais pas, hein.
Je dis ce que je vois, quoi. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Bonjour, vous allez visionner un webinaire qui se propose aujourd'hui de faire le lien entre le marché Le des problème, c'est changes qu'on est et vendredi soir et moi, chez moi, il est l'heure du repas. le webinaire que nous allons Largement. présenter est réalisé Donc, par Trader Forex moi qui prépare et ce soir. sponsorisé Donc, par le courtier ABAFX. j'ai pas trop envie de rester pour l'instant. Et après, le problème, c'est que comme c'est vendredi soir, c'est jamais bon après de revenir trader, quoi. Il vaut mieux faire le bilan de ce qui s'est passé. Pour moi, journée en demi-teinte, on va dire, puisque on n'est qu'à peu près 60% de l'objectif. Voilà. Ouais, mais t'es positif quand même. On n'est qu'à 60% aussi. Et tu sais, hier déjà, moins 25. Aujourd'hui, moins 40, moins 40%, hein, moins 25% hier. Bon, il y avait mercredi, effectivement. Mercredi, on devait être à 250%. Donc ça a fait vraiment du beurre. Lundi, on était qu'à 50 à peu près. Et mardi, on devait être aux alentours de 60-70, quelque chose comme ça. Donc, le résultat de la semaine, il est positif. De toute façon, il est dans l'objectif. C'est ça qui compte, quoi. Donc, bon, là, je vais m'arrêter là. Même si je pense quand même qu'il y a un truc à faire sur les indices, là. Il y aurait quelque chose à faire. Donc, je sais pas, tout à l'heure, je viendrai voir quand même ce qui se passe pour la clôture. Et voir un peu s'il n'y a pas un petit truc à gratouiller dans le coin, quoi. Une petite accélération des indices, quoi. Voilà. Bon, à tout à l'heure, on vérifiera si effectivement l'eurodoll a atteint la SMA 200 en UT3 à 1,2246. 1,2224, pardon. D'accord, très bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Si vous êtes là encore, sinon bon week-end à vous. Ok, bah moi je sais pas si je serai là, donc peut-être bon week-end. Voilà. Moi je trouve que c'est quand même positif. Après toi, a priori, dès que tu n'atteins pas tes objectifs, t'es pas content, mais t'as fait quand même une bonne semaine dans l'ensemble. Et sur la semaine, t'as atteint tes objectifs par contre. Sur la semaine, c'est atteint. Sur la semaine, c'est atteint. Mais ce qui compte, c'est de le faire journalièrement, parce que le problème, c'est que des journées à 200% et 250% comme on été faites mercredi, tu les fais pas tout le temps, quoi. Et ça, je l'ai fait. C'est rare que je les fasse. Ça arrive une fois sur 3, une fois sur 4 semaines, quoi, tu vois. Donc bon, c'est pour ça que bon, il faut toujours remettre la pierre à l'édifice, hein, comme on dit. Bon allez, bon week-end, salut. Ciao. Avant de débuter ce webinaire, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle David Furcage, je suis analyste technique professionnel diplômé et vice-président de l'Association française des analystes techniques. Avant de débuter cette session, nous allons commencer par présenter un plan. Alors dans un premier temps, nous allons introduire l'analyse fondamentale et son lien avec le marché des changes. Dans un second temps, nous survolerons quelques théories macroéconomiques du taux de change. Dans un troisième temps, nous aborderons un cas pratique. Et enfin, nous conclurons sur ce qu'il fallait retenir de ce webinaire. L'analyse fondamentale se base sur les conditions économiques pour tenter d'expliciter ce que va être le taux de change dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Qu'entend-on par conditions économiques? Eh bien, l'observation des principales statistiques économiques qui permettent de déterminer si les conditions économiques sont bonnes ou mauvaises. Parmi elles, on observe bien évidemment le taux d'inflation et l'inflation anticipée, le taux de croissance du PIB et de ses composants. Pour rappel, les composants du PIB sont la consommation, l'investissement, le déficit commercial, la variation des stocks. Pourquoi t'as pris long en euro-dollar Les taux d'intérêt sur le court moyen terme? et à long terme, et dans ce cas-là, ça fait appel à la notion de courbe de taux. Le taux de chômage et l'emploi, qui détermine si un pays est en bonne ou mauvaise posture. Les décisions de banque centrale quant au taux d'intérêt, notamment au taux d'intérêt à court terme. Et enfin, les enquêtes de sentiment qui constituent une opinion des investisseurs, des industriels ou des consommateurs quant à la situation économique à venir.
Alors, ces statistiques permettent de déterminer si une zone est en bonne ou mauvaise santé. Et bien évidemment, on va comparer cette zone à une autre zone pour les mêmes statistiques, ce qui va déterminer si un pays, par exemple, est en croissance forte. Cela risque d'avoir un effet sur les taux d'intérêt qui, toute chose égale par ailleurs, va faire varier la devise. Donc ces statistiques, le relevé de ces statistiques permet des comparaisons internationales qui, à leur tour, donnent un avis, nous permettent de déterminer ce que pourrait être le taux de change dans les semaines ou les mois à venir. Alors, observons à présent quelques modèles macroéconomiques du taux de change. Parmi ces nombreux modèles, il y a notamment la parité de pouvoir d'achat qui s'intéresse au différentiel de taux d'inflation entre deux zones pour expliciter le taux de change d'équilibre. Un autre modèle, le modèle de parité des taux d'intérêt, lui s'intéresse à l'écart de taux d'intérêt entre deux zones, à nouveau pour expliquer le taux de change d'équilibre. Il y a aussi un modèle monétaire qui, lui, s'intéresse à l'offre de monnaie entre deux zones. Donc, s'il y a beaucoup d'offres de monnaie dans une zone, toute chose égale par ailleurs, eh bien, la devise de cette zone doit se déprécier par rapport aux autres devises. Enfin, l'approche par les flux portefeuille qui, quant à elle, traduit la rareté relative des actifs domestiques et étrangers. Alors, il existe de nombreux autres modèles dits structurels et le plus souvent, en réalité, ils échouent à prédire un taux de change d'équilibre. Alors, ce n'est pas parce qu'ils échouent qu'ils ne servent à rien. Il faut aussi noter que la tâche est extrêmement compliquée. Deux économistes, Mies et Rogoff, en 1983, dans l'une de leurs publications, débutent leur article en rappelant cette incapacité des modèles structurels à prédire un taux de change d'équilibre. Reste à se poser la question de pourquoi statistiquement ces modèles sont tenus en échec. Alors on observe notamment les hypothèses de départ de ces modèles qui sont trop contraignantes et qui déconnectent donc ces modèles de la réalité. Autre hypothèse, la linéarité des modèles qui ne correspond pas au mouvement très erratique du taux de change. Il faudrait utiliser davantage de modèles dits non linéaires pour expliciter les taux de change. Autre possibilité, la spéculation qui, elle, parfois déconnecte la valorisation d'un actif de sa valeur fondamentale. Donc il faudrait introduire la spéculation dans ces modèles pour pallier ce problème. Alors, les économistes n'en sont pas restés là. Ils ont introduit dans leur modèle des éléments qui tiennent compte du degré d'information et d'hétérogénéité des agents, donc qui participent au marché. On parle de microstructure des marchés. Ces modèles, eux aussi, ne sont pas très robustes statistiquement, économétriquement, et ne permettent pas à nouveau de répondre à la question du taux de change d'équilibre de manière concrète. Alors après avoir fait une brève incursion dans les aspects purement théoriques du taux de change, on va passer à un cas concret. Mais avant, il faudra rappeler un petit peu quel est le rôle des banques centrales et du taux d'intérêt dans la formation d'un taux de change d'équilibre, ou du moins dans la tendance que pourrait adopter un taux de change, une paire de devises. Alors, pour rappel, le niveau d'intérêt cristallise un ensemble de problématiques d'ordre macroéconomique, et notamment l'inflation. S'il y a une forte inflation, cela fait varier une devise. La croissance du PIB, qui elle aussi peut être liée à l'aspect inflationniste. Une forte croissance du PIB a un effet sur le taux de change. La santé du marché de l'emploi. Donc ces trois variables macroéconomiques influencent les taux d'intérêt et donc la devise. Les banques centrales, quant à elles, déterminent et mettent en œuvre la politique monétaire, principalement donc par le biais du taux d'intérêt, justement en observant ce qui se passe d'un point de vue macroéconomique. Par exemple, des tensions inflationnistes dans la zone euro provoquent auprès de la Banque centrale de possibles réactions en termes de politique monétaire. Donc il y a un lien entre ces éléments
d'ordre macroéconomique, l'inflation, l'emploi, la croissance, le niveau des taux d'intérêt, la réaction des banques centrales et le mouvement sur les devises. Par exemple, un décalage de cycle de politique monétaire, qui peut être lui aussi dû à un décalage de cycle de croissance, peut provoquer des mouvements sur le taux de change par le biais des taux d'intérêt. Par exemple, si la Banque centrale européenne constate que le niveau d'inflation est trop élevé, elle risque d'adopter une modification de sa politique monétaire, de rentrer dans un cycle, par exemple, de hausse des taux qui, si toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire si la Fed ne bouge pas, risque de provoquer une variation de l'euro-dollar. Alors je coupe ça, vous avez le lien sur le chat écrit, ça vous intéresse. J'ai pris long sur le DAX là, donc 17h21, je pense qu'on peut avoir une correction avant le week-end, au moins petite, donc on va voir ce qu'il en est. Je vais me protéger, alors j'ai pris vraiment bas, donc pour l'instant je vais écarter un peu le stop. Je vais le mettre, alors normalement je devrais le mettre à 6617, mais je vais mettre à 6615. 6615, et donc long sur le DAX. Alors par contre il va falloir que je coupe mon short mon short sur l'eurodoll. Alors il est légèrement négatif. J'essaie de le couper au moins en neutre. C'est une petite exposition, hein. Je pars actuellement 41 centimes. Sur le DAX ça se reprend, mais c'est très timide, hein. Donc pour le moment pas grand chose. On voit mon stop ici. Sur le DAX, sur les plus grosses unités de temps, il y a une vraie volonté de baisse quand même. On est sur les plus bas de la journée, mais en dessous il y a la moyenne mobile exponentielle 200 qui pourrait faire office de zone de support. On verra ce qu'il en est. L'idée c'est quand même de serrer le stop pour jouer la correction. Donc on va voir. On est quasiment au point d'entrée là, sur le DAX. Voilà, Rodol j'ai pu couper. Comme ça on se débarrasse de ça. Et donc on se concentre sur le DAX. Parce que au Rodol il n'y a plus de volatilité, alors que le DAX il y a encore pas mal de mouvements. Donc là, je vais déplacer le stop juste sous les précédents plus bas. Donc là ça remonte pas mal, donc c'est une bonne chose. Du côté du DAX, et donc les plus bas... Pardon, je viens de prendre long DAX, hein, donc je suis rentré à 6624 points, stop loss à 6617.6. Voilà, c'est en place. On va mettre à 6117.5 plutôt. Voilà. On va voir si les acheteurs sont capables de prendre en main ce marché. Alors l'objectif, on va le fixer tout de suite. Donc on a une très grosse dynamique de fond baissière. 17h23, on a beaucoup baissé aujourd'hui. On a une zone de résistance qui est ici. Pour se rendre compte de la force de la baisse, on va du côté de Boursorama. Avec un CAC qui a perdu 2,13%. Et du côté du DAX, on est à moins 1,69. Donc le DAX a assez bien résisté quand même dans l'ensemble, hein. Il y a des places européennes qui sont vraiment effondrées. Là du côté du CAC on commence à se retourner un peu juste avant la clôture. Donc on va voir si on essaye de maintenir et de garder un bon visage juste avant la clôture. En tout cas c'est ce qui semble se dessiner. Pour le moment ça se passe bien. On repart à l'attaque de la S3. On avait une zone d'accumulation juste avant. Donc on est plutôt bien. Je pense. Possible aussi qu'on... Je vais passer un ordre en attente. C'est possible aussi qu'on veuille maintenir un bon visage juste avant la clôture et que derrière ça s'effondre. Donc au niveau de mon stop loss, j'aurai également un sell stop. Voilà, on verra ce qu'il en est.
Des vendeurs qui tentent de revenir là. 17h25. Tu es rentré sur quel critère? Je suis rentré sur, à mon avis, excès baissier, et le fait est qu'il est 17h25. Je vois mal les marchés continuer à... Marchés actions, j'entends, notamment européens qui ont bien dégringolé, continuer à baisser juste avant la fermeture. Après, je peux me tromper. Je vois plutôt justement une volonté de clôturer à un plus haut niveau possible, donc marquer peut-être une phase de correction juste avant la clôture. Pour l'instant, je me trompe, hein, visiblement, parce qu'il y a eu un petit mouvement, mais c'est très, très calme. Je me suis protégé juste en dessous des précédents plus bas. Donc voilà, en gros, soigner l'image avec des marchés qui ne fermeraient pas trop en baisse juste avant la clôture, après une semaine difficile. Alors, difficile, en tout cas une journée difficile, et vraiment catastrophique du côté même de certains marchés comme en Espagne ou en Italie. Parce que sur la semaine c'est pas délicat, on gagne quand même 0,48%. Donc, Alors au niveau des gros titres, ce qui a alimenté la baisse, hein, les bourses européennes décrochent en raison de l'Espagne, les bourses européennes décrochaient vendredi après-midi, les marchés craignant une aggravation de la situation financière de l'Espagne, dont les taux longs restent toujours très tendus, malgré le feu vert donné par la zone euro. La zone euro donne son feu vert à l'aide aux banques espagnoles. La zone euro a sans surprise approuvé vendredi le plan d'aide à l'Espagne qui prévoit une enveloppe allant jusqu'à 100 milliards d'euros pour recapitaliser ses banques sans parvenir à calmer les marchés où les taux espagnols évoluaient en hausse. L'euro tombe sous les 1,2150, un nouveau plus bas depuis juin 2010. L'euro a glissé sous 1,2150 $ vendredi, pour la première fois depuis juin 2010, dans un marché plombé par les inquiétudes sur l'Espagne, le pays ayant abaissé ses perspectives de croissance pour 2013 et 2014. Colère en Bretagne contre l'Union européenne, qui veut interdire les chaluts en eau profonde. Wall Street se replie, la bourse de New York a ouvert un repli vendredi, sceptique après l'approbation par la zone euro du plan d'aide aux banques espagnoles, tandis qu'aux États-Unis, la saison des résultats est contrastée. Le Dow Jones cédait 0,67%. La BCE n'accepte plus temporairement la dette grecque en garantie. La Banque Centrale Européenne a annoncé vendredi ne plus accepter pour le moment que les banques déposent en garantie auprès d'elles des titres de dette émis par la Grèce. Voilà ce que vous pouvez dire. Ce que vous pouvez lire. Automobile, Montebourg monte son plan, la droite attaque, Peugeot se défend. Google, Bruxelles pourrait élargir son enquête contre le géant d'Internet. La Commission européenne a demandé à Google de procéder à des changements radicaux dans ses services pour téléphones mobiles, ajoutant cette demande au dossier d'abus de position dominante visant le géant d'Internet. Alors que les vendeurs tentent de revenir là sur le DAX 17h28. PSA, les syndicats d'Aulnay appellent au rassemblement devant le siège le 25 juillet. Plusieurs syndicats du site PSA à Aulnay, où la production doit s'arrêter d'ici 2014, appellent à un rassemblement le 25 juillet devant le siège du groupe à Paris. Espagne, la colère grandit, le gouvernement sans marge de manœuvre. Voilà donc ce qu'on pouvait lire au niveau des gros titres. Donc toujours beaucoup d'inquiétudes. 17h29, on a la clôture des marchés européens là. Reste malgré tout un désastre au plan humain, mais un désastre malheureusement inévitable. Il faut, c'est le problème de l'industrie française aujourd'hui. Elle est confrontée à une concurrence internationale qui lui fait un mal épouvantable. Ça va pas durer éternellement, mais il faut tenir. Mais il faut tenir. On peut pas tenir avec les infrastructures actuelles. Elles coûtent trop cher. Peugeot, hein, donc l'hémorragie semble stopper quand même depuis 3 jours. Elle est même légèrement dans le vert ce soir, plus 0,1%, 6,57 €, hein, contre la tendance puisque la clôture sera franchement négative. Dans 5 minutes, on perd actuellement 2%, tout juste sous 3200 points.
BFM Business, numéro 1 sur l'économie. Et avant la clôture, comme tous les soirs, c'est le fixing, pile 17h30. Nous sommes en direct de tradingsat.com avec Vincent Gann. Vincent, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Sous 3002 au fixing, donc moins 1,9, non, 3201, moins 1,9%. Oui, 3201 points. Bon, c'est la première séance négative après plusieurs séances consécutives de rebond. On avait observé d'un point de vue technique un certain nombre d'anomalies qui pouvaient laisser présager ces conséquences baissières. En tout cas, sur la séance du jour, il y a un certain nombre de signaux de faiblesse qui ont été donnés, notamment sur les taux espagnols qui affichent un nouveau plus haut historique, qui franchissent cette fois-ci de manière significative le seuil critique des 7%. Alors, à contrario, on a les nouveaux plus bas historiques du rendement à 10 ans de la France, où il y a toute une série d'indicateurs négatifs aujourd'hui, le décrochage des valeurs bancaires notamment. Vincent, vous restez en ligne, le fixing, donc moins 1,9, 3201 pour Paris, la clôture définitive dans 5 minutes. BFM Business, à la radio, partout en France. Voilà, donc une belle baisse. Les acheteurs qui ne parviennent pas vraiment à revenir. Sur DAX, on a un petit mouvement de correction, mais pas ce que j'ai escompté. On marque une espèce d'épaule tête-épaule inversée à très court terme. Moi, j'ai réduit mon exposition parce que j'étais un peu trop exposé sur le DAX. Donc j'ai fermé la moitié pour être plus cohérent et conforme au risque pris sur l'ensemble de la journée. J'ai réduit également donc du coup la position inverse si on doit casser les précédents plus bas. Pour le moment je laisse courir, je pense qu'on peut avoir une phase de correction intéressante, 17h32 là. Mon stop il est à 6617,5 points, donc c'est le même que tout à l'heure. Au début j'avais mis un peu plus bas parce que j'étais rentré quasiment sur ces niveaux, mais je l'ai vite remonté et pour l'instant c'est le même et je vais pas le changer parce qu'on est en dessous des précédents plus bas, donc voilà, pas de raison de le changer. Je pense que cela peut monter après 17h30, le S&P 500 est pas mal, donc les futurs européens vont peut-être monter après 17h30, 1370 points sur la S&P serait bien je pense. T'as remonté ton stop? Alors non, ouais, je vais pas le remonter, je joue la correction. Si derrière ça doit reprendre la dynamique baissière, j'aurai un point d'entrée short. Il y a eu vraiment des gros mouvements aujourd'hui. Zone d'accumulation là sur le S&P, sur le Dow Jones également avec une pression vendeuse toujours de mise. On est quasiment revenu au niveau du point d'entrée là sur le DAX, alors que sur le Eurodoll on continue le mouvement de correction. Et on est neutre là actuellement sur notre position sur le DAX. Très gros mouvement de baisse si on prend les plus hauts et plus bas de ce dernier. On aura un retour vers les 23,6% qui serait déjà à 6655 points.
Les acheteurs qui tentent de revenir là. C'est timide, hein. C'est tiraillé, 17h35. Ça, les marchés européens vont clôturer. On va voir ce qu'il en est. On sauvegarde les précédents plus bas là pour le moment. Pas de vraie volonté de reprendre en main le marché. Après un document de l'autorité américaine des marchés financiers, elle va percevoir 1 million de salaires annuels, mais surtout une avalanche de primes, des bonus qui pourraient atteindre 2 fois son salaire. Et puis Nokia, toujours dans le viseur des agences de notation, Fitch abaisse la note du groupe de 2 crans et la sortie d'une perspective négative. Le fabricant finlandais a annoncé hier une très lourde perte au titre du deuxième trimestre. BFM Business, 17h36, c'est la clôture à Paris et Sébastien, c'est du rouge ce soir, moins un peu plus de 2% de baisse. Oui, c'est ça, moins 2,14 précisément Aurélie, sous 3002, 3193. On a été habitué ces derniers temps à terminer au plus haut du jour. Là, on a terminé pour le coup au plus bas, 3193, des volumes assez importants, et c'est jamais bon d'avoir des volumes qui rentrent dans des mouvements baissiers. On est à 3 milliards, a priori 3 milliards 700 millions d'euros. C'est quand même pas mal, 3 milliards 700 millions d'euros pour un 20 juillet. A-t-on joué à se faire peur? A-t-on pris comme prétexte cette demande, effectivement, demande d'aide officiellement formulée par Valence au même moment où le feu vert était donné par les ministres de la zone euro pour aider les banques espagnoles? On va tenter de répondre à ces questions dans un instant. Mais d'abord, les faits, la clôture. Crédit Agricole, plus forte baisse du CAC, moins 6,35, 3,21 €. EDF, moins 5,65 après une note négative signée d'un broker suisse. BNP Paribas, moins 5,6, 28,50. ST Micro, moins 4,7. Veolia, moins 4,6. La Générale, moins 4,35, sous 17 €. Hors indice, on a vendu aussi Manitou. Mais on a quand même réduit nos pertes. Peut-être le discours sur notre antenne tenu par la direction qui se voulait optimiste. On essayait d'avoir les dernières tendances, notamment depuis le début du mois. On avait peut-être décalé sur des pays comme la France en période préélectorale quelques commandes. Manitou qui a fait moins 7, moins 8 en séance, termine à moins 5,5, 13,83 €. Après, il est vrai aussi un excellent deuxième trimestre. Sur les environnements, dans le sillage des autres utilities du CAC, perd plus de 5%, 8,58 €. Le papetier Sequana, moins 4,8. À l'inverse, on a racheté, elles sont pas nombreuses, mais on a racheté du Peugeot, donc on en parlait avant la pause, plus 0,02, c'est vraiment l'épaisseur du trait, mais bon, elle surperforme très largement la tendance. Peugeot, 6,56 €. Nexity, plus 0,8 dans l'immobilier. M6, très décidément belle semaine, plus 2%. CFAO, la pépite africaine de PPR, plus 3,5 €. Et Ubisoft, plus 7% pour l'éditeur français de jeux vidéo, 5,55 €, là encore qui a semblé rassurer le marché, et ça va s'accélérer pour les résultats dès la semaine prochaine. Au CAC, Publicis, plus 2,7, là encore après un point semestriel, et EADS, porté peut-être par la chute de l'euro. EADS, plus 3,9, 28,71 €, on a eu surtout aussi aujourd'hui en soutien un Goldman Sachs qui l'a intégré à sa liste de convictions, donc en zone euro. L'euro-dollar, 1,2770, le CAC en clôture, moins 2,14, sous 3200 points. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Le club de la bourse ce soir, Olivier Angers, Philippe Sabat, on est aussi avec Marc Faber, et par téléphone chez tradingsat.com, c'est Vincent Gann. Vincent, rebonsoir. Rebonsoir Sébastien. Mauvaise clôture, et on le disait, au plus bas du jour, avec des volumes. Ouais, mauvaise clôture, au plus bas du jour avec des volumes nettement supérieurs à ce qu'on a pu observer sur la récente période de hausse. Alors au fond, d'un point de vue technique, c'est pas non plus 100% la surprise, puisqu'il y avait un certain nombre d'anomalies qu'on peut observer sur les toutes dernières séances. Un certain nombre de secteurs, dont le secteur bancaire, qui ne participait pas à la hausse des marchés, et au contraire, dans la hausse des marchés, on avait un rebond essentiellement porté par des secteurs défensifs. En gros, on était très éloigné d'un schéma classique de marché haussier. Donc là, c'était vraiment la première incertitude, et surtout, tout au long de la semaine, tout au long de la hausse des actions, on a observé le maintien des tensions sur le rendement à 10 ans des obligations d'État de l'Espagne et de l'Italie, ainsi qu'un arbitrage marqué maintenant en faveur de la France. C'est une nouvelle donnée de l'Allemagne contre l'Espagne et l'Italie. Donc, au fond, il y avait un certain nombre de facteurs de risque, et puis aujourd'hui, qui produisent leur effet baissier. Donc, c'est une demi-surprise, et puis aujourd'hui, un nouveau plus historique sur le taux à 10 ans espagnol. Et enfin, d'un point de vue graphique, on a atteint aujourd'hui, en tout cas, on s'est approché de niveaux de résistance majeurs.
Vous partagez le sentiment et l'analyse de Vincent Gann, Olivier Angers. On lit vos analyses régulièrement sur olivierangers.com, votre blog. D'avoir effectivement eu 2 belles séances, notamment mercredi et hier jeudi, où on montait véritablement sans les bancaires et on semblait aussi décorrélé de l'euro-dollar. Oui, il n'y a pas les bancaires, mais il y a quand même des bons rallyes sur les cycliques, des Tikon Alstom, etc., qui ont fait des très belles semaines. Et quant au volume aujourd'hui, il faut quand même un petit peu mitiger, relativiser, parce qu'on est jour Les 3 sorcières, des échéances d'options. Donc on peut littéralement rajouter 1 milliard par rapport à ce que ça devrait être, si c'est pas plus. Donc je dirais non, il n'y a pas de volume plus que d'habitude à cause de ça. Faut vraiment le relativiser. Échéance de contrats, d'options sur indice ou sur action tout à l'heure à 16h à Paris. Non, ce qui me paraît intéressant, c'est à méditer, j'ai pas vraiment la réponse, mais c'est vraiment étonnant, c'est combien de temps on va arriver à avoir des très bons résultats d'entreprises, de grandes entreprises mondiales américaines, etc., dans un environnement macroéconomique absolument aussi détestable. Combien de temps ça va durer ? C'est un côté étonnant, presque magique. Là, aujourd'hui, on voit les boîtes du S&P, il y a une semaine, étaient 5% au-dessus des attentes sur leurs résultats, qui avaient été révisés en baisse à 2%. Finalement, ils sont 5% en moyenne au-dessus, ce qui est quand même tout à fait impressionnant. Les IBM, les Google, tout ça, c'est tout à fait extraordinaire. Et pourtant, on a un environnement mondial qui est en Europe cataclysmique et même ailleurs très ralenti. Marc Faber, dans les discours des entreprises, on sent quand même, on pointe l'Europe, mais pas seulement. C'est pas non plus tout rose. On peut pas dire que les entreprises sont pas rattrapées encore par le cycle. Les entreprises sont, on va dire, interrogatives. C'est tout à fait exact que les résultats sont beaucoup moins mauvais que ceux qu'on aurait pu craindre au milieu de l'année, puisque avec ce fort ralentissement, il y a manifestement des relais de croissance qui s'opèrent. Alors, ils s'opèrent bien sûr en dehors de l'Europe traditionnelle, même en dehors de l'Occident, et plutôt vers la zone d'Asie du Sud-Est pour ceux qui peuvent le faire. Même si là-bas ça ralentit, on s'aperçoit bien que de toute manière, si on prend la Chine qui annonce à peu près tous les mois un abaissement de sa croissance, néanmoins, on parlait des utilities tout à l'heure, on parlait aussi de tout ce qui est technologie, on parlait également de tout ce qui est infrastructure. C'est un pays qui est en pleine marche, et ça bénéficie aux entreprises à la fois nord-américaines, ça bénéficie aussi aux entreprises européennes. Donc il y a quelques points de croissance un peu supérieurs par rapport à la moyenne. Et je pense que c'est pour ça que les marchés actions sont certes très volatiles, mais plutôt pas si mal orientés que ça par rapport à ce qu'on pourrait craindre. Néanmoins, l'environnement macroéconomique est franchement incertain. Et ce qu'il faut ramener, c'est que l'environnement sera d'autant plus incertain et le résultat de l'entreprise sera d'autant plus mauvais ou s'améliorera si la zone euro se calme. Et je pense que pour moi, la clé viendra du côté raisonnable de la zone euro. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire comment les États vont réussir à calmer le jeu, et surtout comment on va réussir à abaisser les niveaux d'endettement de pays qui ne peuvent pas être totalement secourus par les fonds. Je pense bien sûr à l'Espagne et je pense à l'Italie. Pour l'instant, on n'en voit pas le bout, malheureusement. Vincent le rappelait, on a touché des plus hauts sur le 10 ans espagnol. Aujourd'hui, autour de 7,20, 7,30. Philippe, on vous écoutera sur cette tendance des entreprises, la microéconomie rattrapée ou pas, et en fonction des secteurs et même valeur par valeur. Mais peut-être sur la séance du jour, voir Peugeot parmi les 3 seules hausses de la séance, hausse relative, mais quand même plus 0,02, 6,56 €. Est-ce que, je pose une question peut-être idiote, mais l'interview accordée par le président du directoire, c'est Philippe Peugeot, ce matin, donc dans les colonnes du Figaro, les pages seulement répondent à la question: êtes-vous opéable aujourd'hui? Est-ce que PSA est opéable? Peugeot est opéable? Dire oui, tout est possible. Est-ce que ça peut aussi redonner un petit peu de spéculation, mais dans le bon sens du terme, là, j'entends? Oui, ce serait un calcul dans ce cas-là. Moi, j'y crois pas beaucoup parce que on n'est pas dans un contexte où les grands opérateurs concurrents de Peugeot ont forcément des moyens démesurés pour procéder à ce genre d'opération. Donc, je suis plutôt dubitatif là-dessus. Il y a 2 possibilités pour expliquer pourquoi Peugeot rebondit un petit peu, ou en tout cas surperforme très largement la tendance moyenne. Il y a des analystes négatifs qui vont vous dire c'est ce que l'anglais appelle le dead cat bounce, c'est-à-dire Oui. C'est pour voir s'il y avait du monde. Vous avez clôturé toutes vos positions? Non, moi là j'ai un long qui traîne sur le DAX, entré à 6624. T'es revenu X-Trade en fait? Oui, j'ai eu un imprévu.
Ok. Toi, Réziel, t'as tradé aujourd'hui? Un petit peu. Bon, je suis pas très content, j'ai pas atteint mon objectif, mais presque. Enfin, faudrait que je trade jusqu'à 22h, mais bof. D'accord. Mais sinon, je suis en gain, donc je vais pas me plaindre. Sinon, t'as dit quoi? Pardon, j'ai pas entendu. J'ai dit que j'étais en gain, donc j'allais pas me plaindre non plus. Ah bah oui, oui, c'est clair. Mais c'est inacceptable. Et comment ça se fait que t'as pas atteint ton objectif? Disons que c'est vrai qu'une fois que tu commences à gagner bien, après, disons que tu te mets des petits objectifs, quoi. Qu'est-ce qui t'a empêché de l'atteindre aujourd'hui? Bah, enfin voilà, un petit solde psychologique, je voulais atteindre les 3000 euros sur le compte. Il me manque 30 euros, quoi, si je voulais vraiment. Ouais, 1% quand même. T'as pris combien aujourd'hui en tout? Aujourd'hui, j'ai pris pas loin de 200, ouais, 200, ouais. Ah mais c'est énorme. Bon, je coupe mon DAX, j'ai donc fini ma journée. Alors, c'est une belle clôture et ça permet d'engranger un bénéfice supplémentaire significatif. On termine la journée à plus 437 euros. Donc, c'est pas mal, hein, entre hier et aujourd'hui, on a un beau rattrapage. Bon, après, on reste sur une pression très négative, hein, avec les grosses pertes qu'on avait eues sur le DAX. On revient petit à petit, espérons que ça continue comme ça. Pour l'instant, le risque est bien maîtrisé. Des bonnes opportunités de trading, donc je vais essayer de continuer comme ça. Bon, en l'occurrence, ça va être un peu compliqué, parce que la semaine prochaine, je serai là les 2 premiers jours. Après, je pars au Japon, donc je sais pas comment je vais gérer ça. Je vous tiendrai informé. Bon, mercredi, par contre, il faudra pas compter sur moi. C'est quand le 25? C'est mercredi, c'est ça? Ouais. Faudra pas compter sur moi parce que je serai dans l'avion toute la journée. Mais à partir de jeudi, j'essaierai de m'organiser. De toute façon, je serai toujours sur les marchés, je pense. Hein. Bon, je vais pas aussi assidu, c'est sûr, mais je jetterai un coup d'œil, je ferai les analyses, etc. Mais du coup, je sais pas si déjà avec le décalage horaire, je m'en parle du tout compte, donc je vous serai tenu informé de toute façon, vous inquiétez pas. Donc bah sur ce, Raisonnable qui dit bravo Fab, t'as pas craqué malgré ta perte, respect. Raisonnable. En tout cas, merci à Wanda parce qu'ils imposent une marge plus importante et c'est vrai que l'effet de levier, en fait, c'est un risque. Je vois par exemple, j'aurais été chez FX Pro, j'aurais laissé courir jusqu'au bout, donc j'aurais perdu l'ensemble de mon capital. Alors merci entre guillemets, puisque c'est pas leur souhait que je réussisse particulièrement, mais en fait, du fait qu'il n'y ait qu'un levier 50 maximum chez Oanda, et même 30 je crois maintenant sur les futurs, ça impose un niveau de marge beaucoup plus élevé, et donc ça clôture plus rapidement les pertes. Et donc au final, quand ils m'ont clôturé, c'est pas moi qui clôture, sur l'AXE, il me restait encore plus de 3000 euros sur le compte. Ce qui permet de prendre ses responsabilités. Quand on ne sait pas prendre sa responsabilité, ça le fait à notre place. Et c'est pour ça que moi, quelques semaines avant, j'avais demandé de m'imposer une perte limite par jour de 3% du capital. Après, bon, ils le font pas. Voilà, ça remonte bien sur le DAX. Dommage, je suis sorti, mais bon, pas de regret. C'est ça le trading. Bon, après on verra ce qui se passe la semaine prochaine. Si on continue dans ce sens-là. En tout cas, le fait est qu'aujourd'hui, il n'y a rien eu d'exceptionnel. Ça a toujours été des choses très simples qui ont été faites, avec toujours des stops clairement placés, pas de risque particulier. Donc, je suis quand même satisfait dans l'ensemble. Ça je sais pas quand même quand tu vois ce que j'ai laissé courir, mais bon. Voilà. Tu te reposes et tu profites des vacances, disait Mandarine. Alors Robert, voilà, il y avait encore les formations 4XP qui venaient faire leur pub, ok. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Ah oui, il faut que je leur réponde.
Toujours gratuit bien entendu. Le pétrole repart à la hausse après le test support, disait Jonathan. Tibal qui dit t'as raison Windows, il n'empêche que j'aurais pris ma perte, mais 30 secondes c'est abusé. On revient sur mon point d'entrée sur l'euro, tant mieux. Tibal fait attention avec le DAX. Fab retraite le DAX, disait Hervé. Ouais, après là j'avais mon stop, donc voilà. Quand on a l'objectif sur le DAX, ouais, j'avais pas l'objectif précis, hein, c'est ça qui est un peu compliqué. J'avais mis les fibos quand même hein, de la journée, tu vois, pour me faire un repère. Bon, par exemple, si on a un très gros mouvement de hausse, j'aurais bien aimé retourner vers les 23.6, ça aurait été une excellente position. Après là, j'avais ma position, ça stagnait, ça s'accumulait. On a eu une bonne accélération, juste derrière on a une baisse. Je me dis non, c'est trop mitigé, il n'y a pas de volonté, j'ai coupé. Bon, le fait est que derrière on a une grosse remontée, on aurait eu un profit plus conséquent. C'est toujours le dilemme, mais bon, après une journée comme ça, je vais pas me plaindre du tout. Et je vais plutôt essayer de continuer sur le même pied pour la semaine prochaine, remonter petit à petit. Pour l'entrée, on avait vu. Bah, du coup, mon contrepasse négatif disait Tibal. Ah, c'était une mauvaise journée pour toi, Tibal. C'est quand on l'objectif, on avait vu. Stray disait si tu perds 4% en 30 secondes, c'est que tu as déjà un petit problème d'exposition. Je pense pas. C'est un broker pour le scalp vu la latence. Je suis pas procédurier, je vais m'en aller. C'est quoi un Honda? Au Honda, c'est scandaleux. 30 secondes pour couper mon ordre. Du coup, j'ai fait une perte de plus de 5% à la place de 1% sur mon scalp DAX. Ouais, là c'est vraiment scandaleux. Ouais, donc pas mal de gens qui sont pas contents par rapport à la plateforme MT4. Alors apparemment sur leur plateforme à eux, tout est très bien. Maintenant moi j'utilise pas et je peux pas parce que ça passe pas avec l'émission en fait. Ça utilise le même logiciel je crois. Donc ça rame. Mais en effet, ouais, Tibal, là c'est pas normal quoi. Enfin, en tout cas c'est un manque de liquidité évident. Je prends plus pause, mais je demande pourquoi cette baisse et quand ça va remonter. Le modèle de vie, 80 €, moins 18 points, pareil, bon, j'ai moins 118 points sur le DAX. Bonne journée, merde pour moi, 50 pips dans la tronche, des... journée de merde pour moi, 50 pips dans la tronche, des pertes en cours, bref, une journée à oublier. Ok, bébé. Fab, entre le... Ouais, voilà, ça on avait vu, ok. Tu t'en fous du marché pendant les vacances, Fabien. Il faut se reposer, c'est fait pour ça l'été. Ouais, on verra. Un petit... Mais bon, bref, on verra. Lui qui disait un petit retracement, t'aurais fait du bien, comme à moi, je suis rentré et vite sorti aussi. Voilà. Ou pas, disait Windows par rapport à ça. Ok, bah merci en tout cas de m'avoir suivi cette semaine. C'était cool et bah, c'est bien d'avoir des personnes qui participent et qui animent régulièrement ce concept d'émission de trader ensemble. Là. Ça permet d'avancer sur le long terme et de voir les choses évoluer. Bon week-end à tous. Je fais mon point, donc vous pouvez nous suivre, notre actualité sur Facebook, Twitter, YouTube. Vous avez les liens en haut à gauche de videobourse.fr. Si vous êtes intéressé pour vous lancer dans le trading, comme vous avez pu le suivre au cours de cette émission, n'hésitez pas à ouvrir un compte démo chez un de nos brokers partenaires. Vous avez notamment plus 500 brokers basés à Londres, régulés par la FSA, qui proposent un bonus sans dépôt de 25 €, ce qui vous permet de trader en réel avec un petit capital, mais c'est déjà gentil de leur part, de 25 € sans faire le moindre dépôt, pour prendre vos premiers pas. Donc si vous débutez, bah, n'hésitez pas. C'est très simple, ça prend quelques secondes, quelques minutes, voilà. Vous ouvrez votre compte démo, hop, c'est très rapide. Vous commencez, voilà, les 4 étapes sont clairement expliquées, donc n'hésitez pas, ça se télécharge. Donc n'hésitez pas à ouvrir un compte démo pour bénéficier de ce bonus. Autrement, plus d'informations et d'éléments par rapport au broker dans la partie broker et courtier, en haut à gauche, en haut dans le menu du haut sur videobourse.fr. Enfin, n'hésitez pas à répondre au sondage du mois. 191 personnes ont répondu. La question c'est depuis vos débuts sur les marchés, vous avez réponse 1 gagné de l'argent, réponse B perdu de l'argent, réponse C ni perdu ni gagné. N'hésitez pas à participer, plus on a de réponses mieux c'est, puisque après c'est intéressant pour tout le monde à étudier les résultats. Moi je vais partir donc au Japon la semaine prochaine, je vais essayer de ramener ma caméra et éventuellement parce que je serai à Tokyo, je suppose qu'il y a des trucs à faire avec la bourse etc là-bas. S'il y a moyen d'avoir des interviews, ça peut être intéressant. Bon, on verra ça. Merci Fab pour ton émission, pas de soucis Mandarine. Je vous laisse, bye tout le monde. Et Fabien, bon week-end, merci à toi aussi.
Alors, j'ai pas entendu, qu'est-ce que t'as dit, Reziel? Alors que ça rebaisse un peu là du côté du DAX. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit, pardon? Alors c'était pas toi, je sais pas, j'ai entendu, il y a quelqu'un qui a parlé juste avant mais j'avais pas entendu. Non, j'ai dû me tromper. Bon en tout cas moi j'y vais, j'ai fini ma journée. Donc je suis très content, pour moi c'est vraiment une belle journée. Je sais pas comment ça s'est passé pour vous. Toi Nicop t'as pas tradé. Ilavo je crois que c'était pas si mal dans l'ensemble mais il a pas atteint son objectif. Rainstar toi c'était une bonne journée. Reziel toi ouais, le bilan bah t'as dit que c'était bien mais que t'avais pas atteint ton objectif c'est ça? Ouais. Xtrade toi c'est négatif plutôt c'est ça? Avec le kiwi seulement et le reste c'était sur break-even et t'as pas laissé de position courir overweek. Et Yo-Yo qu'on entend peu. Yo-Yo toi t'as un bilan à dresser là pour cette journée voire cette semaine de trading? Moi juste en fin de journée j'ai fait ma journée sur l'argent à la hausse, disait raisonnable. T'as pris quoi comme position raisonnable en cette fin de journée? Nicop qui disait 7% pour Eziel, c'est très bien. Ah oui, c'est sûr que 7% c'est même excellent. Ouais, très belle hausse, donc bravo si tu l'as suivi. Est-ce que tu as une idée raisonnable, toi, de ce qui a conduit ce mouvement de hausse sur les métaux? On a vu également l'or qui a bien monté, l'argent c'était encore plus flagrant. Est-ce que c'est justement de l'argent qui est parti des marchés actions qui doit se replacer autre part? Prochain jeu, j'y vais aussi. Je m'en ramène une, je crois. Ah, ES-Red. Tu vas nous ramener des films du Japon, on se réjouit. Ok. Bonne soirée à tous, bon trade, à bientôt sur videobourse.fr.